À la veille de la Première Guerre mondiale, l'armée possède 680 avions et 6 dirigeables souples. La France dispose d'un embryon d'aviation navale commandé par le capitaine de vaisseau d'Aveluy. Le ministre de la Marine, Théophile Delcassé, lui confie alors l'élaboration d'un programme de mission navale par aéronef. En 1916, l'état-major projette de construire des dirigeables à carcasse rigide, tels les Zeppelins. La commission diligentée propose la plaine de Cuers-Pierrefeu pour implanter la base de construction, qui serait relativement proche du centre de dirigeables souples d'Aubagne. Les terrains nécessaires à l'implantation des installations sont réquisitionnés en 1917 et les propriétaires dépossédés de leurs terres. L'appellation du futur centre se réfère uniquement à Cuers et mécontente la commune voisine de Pierrefeu. Le 12 décembre 1917, Georges Lègue, ministre de la Marine, répond alors au préfet maritime de Toulon. J'ai décidé de nommer le centre de dirigeables en construction dans la plaine de Cuers, centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu. La dénomination que j'adopte donnera donc satisfaction aux légitimes désirs des deux communes intéressées. Le 15 janvier 1918, le lieutenant de vaisseau Thierry est dépêché à Cuers pour déterminer l'implantation des bâtiments et hangars et activer la construction industrielle. Les travaux débutent dès février, mais des difficultés logistiques vont retarder les chantiers. Les deux hangars sont respectivement achevés en octobre 1921 et en 1922. Joseph Mencarelli, chef de service à la Société des Grands Travaux de Marseille, informe le maire qu'il se propose d'ouvrir le 20 courant janvier, route de Toulon, maison Gasperini, un économat pour la fourniture de denrées alimentaires au personnel de la société occupée sur le chantier du centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu. Un an plus tard, il gère une cantine à l'usage exclusif du personnel. Le 15 octobre 1918, le commandant du centre demande au maire de Cuers d'afficher en mairie le lancement du nouveau marché d'approvisionnement de viande, 125 kg par jour, afin d'en aviser les bouchers de la commune. Outre les deux immenses hangars, le centre se dote au fil du temps d'un atelier d'aérostation, d'atelier à bois, de forge et fonderie, d'entoilage, d'habillement, d'une infirmerie, d'un garage, de caserne, du bâtiment des officiers, du bureau du service intérieur, des bureaux, d'un foyer, d'une prison et d'un colombier. Les Italiens Giovanni Galli, forgeron, Giuseppe Ferrecci et Jean Macario, maçon, Antoine Tinazzi, Francesco Tullio, l'Algérien Tahar Ben Almes, Pierre Charlone, monteur, Pierre Battesti, commerçant, y travaillent. La veuve Ambroisine Bizien, née Lecor, ouvre une cantine autorisée par le commandant. Sa cantine est ensuite transférée dans l'ancienne maison de Gaston Tesser, quartier des Plans de l'Oube. Commerçante au centre, Joséphine Gazera tient également un débit de vin dans le quartier des Loubes, où plusieurs restaurants et débits de boissons ont ouvert dans les campagnes louées de M. Bernard, Cabasson, Jans et Ravel. Le centre comprend également un camp de prisonniers, venant d'Avignon où se trouve le dépôt spécial des prisonniers de guerre condamnés pour délits de droit commun, et un camp de travailleurs indo-chinois. Le 14 juillet 1919, une échauffourée éclate à Cuers et des dégâts sont occasionnés chez les commerçants. Le conseil municipal considère que l'affrontement est dû aux anamites du centre de dirigeables et n'entend régler que la moitié des dommages. Une épidémie de paludisme sévit au centre de dirigeables de septembre à octobre 1919. L'installation des hommes, militaires, civils, prisonniers est assez précaire. En attendant d'être logés dans les casernes qui s'érigent lentement, les marins et les soldats sont hébergés dans des baraquements de bois, près desquels vivent quelques civils dans de modestes habitations. Le paludisme touche essentiellement les prisonniers de guerre et deux adolescents, Henri, âgé de 12 ans, et Marie-Rose, 16 ans. Selon les clauses du traité de Versailles, l'Allemagne doit livrer les Zeppelins à la France. Le dirigeable de dernière génération L-72 LZ-114, parti de Friedrichshafen, près de la rive nord du lac de Constance, arrive à Maubeuge, nord, le 11 juillet 1920. Il y demeure un mois en attendant que le hangar de Cuers-Pierrefeu puisse l'héberger. La population vient admirer le géant. Jean Duplessis de Grénédan, désigné pour commander ce dirigeable, le rebaptise le Dixmude. L'atterrissage de ce trophée de guerre s'effectue le 12 août à 6h du matin. Il faut alors le dégonfler et le désarmer au sol, car le centre de Cuers-Pierrefeu n'est pas finalisé. En 1921, le Zeppelin LZ-121, l'ancien Nordstern, étoile du Nord, renommé ultérieurement le Méditerranée, est cédé à la France. Ce dirigeable effectue plusieurs vols pour la marine. Les aéronefs impressionnent et bénéficient d'une propagande médiatique. Malheureusement, une série d'incidents et d'accidents tragiques entachent et déprécient durablement l'image du dirigeable. Les relations entre la mairie de Cuers et le ministère sont parfois conflictuelles. Le maire signale que les chemins empruntés par les charrois de la marine sont défoncés par l'usage de ces camions automobiles. Au boulevard de la Gare, chemin de grande communication 112, le chemin rural du Plan de l'Oube, conduisant de la route nationale 97 au centre de dirigeables, le chemin rural 24 longeant la voie ferrée.
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées Herzog répond le 9 février 1920 que les Charrois empruntent essentiellement le chemin de grande communication 112, boulevard de la Gare. Il rappelle explicitement que la direction de Toulon a fourni gratuitement l'appirail nécessaire au rechargement d'une autre partie de la route à partir de la gare en novembre 1919. Le conseil municipal réplique alors en renouvelant sa protestation, avec la plus vive énergie, contre le sans-gêne avec lequel l'État a pris possession des terrains ayant servi à l'installation du centre de dirigeables. Non seulement aucun jugement d'expropriation ni aucun acte de vente amiable n'a précédé cette prise de possession, mais encore l'État n'a pas payé le prix des terrains et exige même le versement des impôts affectés aux parcelles dont il s'est emparé. Les terrains sont enfin payés aux anciens propriétaires. Le maire défend ses administrés, gère au mieux le domaine communal, tout en considérant les retombées économiques et la dynamisation professionnelle résultant de l'activité du centre. Le 7 juillet 1921, le jeune prince Hirohito arrive en gare de la Seine vers 22h et se dirige ensuite vers l'Arsenal de Toulon. Il débarque sur le quai de l'Horloge, quai d'honneur réservé aux chefs d'État, ministres et illustres personnages. Le lendemain, à 8h, le prince et sa suite voyagent le long du littoral jusqu'à Cannes, puis visitent le centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu lors du trajet de retour. Cette même année, le conseil municipal contacte vainement la société d'exploitation des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée afin d'obtenir l'arrêt de 2 express à Cuers. Il expose que la gare dessert 3 communes totalisant 8000 habitants, dont l'asile d'aliénés et l'hospice départemental de Pierrefeu qui contiennent plus de 1000 malades et vieillards, le sanatorium antituberculeux, la Pouverine de Cuers et encore l'important centre de dirigeables et d'aviation maritime de Cuers-Pierrefeu. Le bulletin de la navigation aérienne d'octobre 1922 qualifie effectivement le centre de Cuers-Pierrefeu d'aérodrome de la marine. Le 8 avril 1922, le conseil municipal constate que l'arrêté réglementant la vitesse n'est pas respecté. On décide d'adresser une lettre à l'amiral-gouverneur, préfet maritime de Toulon et au commandant du centre. En 1923, le centre abrite l'escadrille de bombardement B302, dépourvue d'aviation jusqu'à sa dissolution en mars 1924, et recréé en janvier 1925 sous l'appellation de 5B2, deuxième escadrille de bombardement du 5e arrondissement maritime. Les entraînements sont intenses. Le Pacha, le lieutenant de vaisseau Rambert Campardon, souhaite que son escadrille soit opérationnelle dans les plus brefs délais. Le recensement de population de Cuers de 1926 dénombre 3357 habitants dont la majorité est agriculteurs-viticulteurs. L'on repère toutefois quelques ouvriers et marins du centre, parmi eux Danton René, 22 ans et marin, Lebar Guillaume, 25 ans marin, Funel Antonin, 48 ans et employé, et Cardiucci Marius, 26 ans et monteur. Le site change d'appellation et se nomme désormais Centre d'aérostation maritime de Cuers-Pierrefeu. Le 31 août 1926, le capitaine de corvette Lemaire confirme que le centre dispose d'un terrain d'atterrissage d'aviation actif. En conséquence, les anciennes autorisations de traversée accordées aux possesseurs de voitures ou d'automobiles sont caduques. Un arrêté ministériel prescrit de limiter et de surveiller rigoureusement l'accès au centre d'aéronautique maritime. Une carte de circulation provisoire comportant une photographie et précisant l'itinéraire est remise aux administrés cuersois qui ont l'obligation de la présenter pour accéder au centre. Le 17 mai 1929, à 20h35, le Graf Zeppelin LZ-127, qui subit de graves avaries de moteur, fait escale au centre. Il est remisé dans l'un des hangars. Le capitaine de corvette Hamon et le personnel sont chaleureusement remerciés et félicités pour la complète réussite de l'opération délicate d'atterrissage. Nombre de curieux arrivent en automobile. Les maires de Cuers et de Pierrefeu ont pris des mesures pour assurer le logement des voyageurs et de l'équipage, qui sont sains et saufs et extrêmement touchés de l'accueil sympathique qu'ils ont reçu de la part de la population, nous apprend La Liberté, journal de Fribourg, en Suisse. Le Graf repart de nuit pour éviter un éventuel espionnage et repérage des installations militaires de la région toulonnaise. Le 21 juin 1930, le syndicat des travailleurs d'aéronautique bénéficie d'une subvention exceptionnelle accordée à l'unanimité par le conseil municipal, par sympathie pour ces braves ouvriers. Le 12 juillet 1931, un incendie se déclare et la marine du centre de Cuers-Pierrefeu participe à l'extinction. La commune les défraye. Le 7 novembre 1934, l'aéroclub de Toulon et du Var est créé à l'initiative du Toulonnais Blaise Trabot, ancien pilote instructeur de la Grande Guerre. L'ACTV est constitué d'une dizaine de membres, des vieilles tiges et des férus d'aviation. À cet endroit, un hangar est construit au nord-est des pistes en herbe et une pompe à essence installée. Depuis 1935, la base est mixte, partagée entre la marine et l'armée de l'air. En janvier 1936, l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu est ouvert à la circulation aérienne publique. L'ouverture est temporaire car la décision est annulée dès le mois de novembre.
Le 11 juin, l'amicale du personnel civil de l'aéronautique de Cuers, à but essentiellement philanthrope et humanitaire, obtient une subvention de 50 francs. En décembre, la commune est informée par le ministre de l'Air de l'arrivée prochaine d'une formation aérienne comportant un effectif permanent de 2 officiers, 32 sous-officiers et 90 caporaux et soldats. Le conseil se réjouit de la venue de cette garnison qui aura une heureuse répercussion sur le commerce local. Il est vrai que la Grande Dépression, après le crash de 1929, a durablement laissé des séquelles sociales et économiques. Le 10 mai 1937, le capitaine de corvette Le Tesson, commandant de l'aéronautique, répond à la lettre du maire de Pierrefeu concernant des vols de cerises. Le commandant rappelle alors que le personnel militaire n'est pas justiciable de la juridiction civile et que des sanctions ne peuvent être prises à son égard que par l'autorité maritime. Dans ces conditions, les plaintes doivent être nominatives. Les vols de fruits sont récurrents, car l'été précédent, le maire, porte-parole des administrés Pierre Feuquin, avisait le capitaine de corvette Griot de vol de pêche dans les campagnes avoisinant le centre d'aviation. Le ministère prévoit des axes d'envol d'une longueur d'au moins 1000 mètres, nécessitant un agrandissement du terrain en direction de l'est. Cette extension implique de dévier le ruisseau Farambert. En mars 1938, une procédure d'expropriation est engagée. Un arrêté préfectoral autorise la société Air Propagande, représentée par l'Aéroclub du Var, à organiser un meeting aérien le dimanche 16 octobre sur le terrain d'aviation de Cuers-Pierrefeu. En cette fin d'année, l'escadrille de surveillance 3S2 est basée à Cuers-Pierrefeu. Un cahier relatif à l'enquête du plan d'établissement des servitudes spéciales dans l'intérêt de la navigation aérienne est ouvert le 20 février 1939. Aucune déclaration ni réclamation n'est reportée. En mars 1939, un arrêté municipal autorise la direction centrale des constructions navales de l'arsenal maritime de Toulon à établir dans la commune de Cuers une ligne particulière d'énergie électrique à 10 000 volts, destinée à raccorder les installations du centre aéronautique de Cuers. Le 9 mai 1939, le docteur Mercier, maire de Pierrefeu, avertit le commandant de la base que 2 propriétaires ont déposé une plainte contre des marins qui auraient ouvert certaines prises d'eau d'un canal d'arrosage, inondant de ce fait des jardins potagers et des vignes. Une surveillance très active sera dorénavant effectuée dans les campagnes, à bon entendeur. Au-delà de ces quelques délits, les relations civilo-militaires demeurent sociales et affables. Le commandant convie le conseil municipal et leurs familles à la fête de la base le dimanche 11 juin. L'ordre de mobilisation générale est donné le 1er septembre 1939. Le 9 suivant, le capitaine de corvette Roussel, commandant d'armes de Cuers-Pierrefeu, ordonne que l'accès des restaurants, cafés et débits de boissons de Cuers et Pierrefeu soit autorisé aux militaires et aux marins de 5h30 à 21h. Il n'est permis de leur servir des boissons alcoolisées, y compris le vin et la bière, que de 18h à 20h. Des commandants et arrêtés postérieurs complètent et modifient ce premier ordre. Le 25 décembre 1939, le quartier-maître Wermester de l'aéronavale de Cuers envoie ses vœux à M. Victor Lambin, commandant en retraite résidant à Toulon. Il émet des souhaits de bonne santé, de courage, la victoire surtout, et la paix. En janvier 1940, on dénombre 41 ouvriers cuersois et 3 pierrefeuquins à la base. Le 25 mai, la population est informée que des tirs des organismes de défense de la BAN de Cuers peuvent être dangereux dans un rayon de 5 km autour de cette base. Le 15 mars 1941, le conseil municipal décide de rendre hommage à l'adjudant-chef Pierre-Alfred Ourcade Medevielle, pilote aviateur de la base aéronautique de Cuers, mort pour la France le 15 juin 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens occupent la base désarmée. Les Allemands la remplacent en novembre 1942. Le contre-amiral d'Ambe, chef de l'arrondissement maritime de Toulon, donne l'ordre aux militaires français d'endosser une tenue civile dans le but de minimiser les incidents possibles avec les autorités d'opération. Les Allemands établissent des voies et des installations diverses et sollicitent l'acquisition d'un terrain proche de la gare en août 1943. Le bureau du Boleintung, la direction des travaux installés à la base navale, fait œuvrer les artisans et commerçants locaux, entreprise générale d'électricité, ateliers de maréchalerie, industrie de boissons, ajusteurs, cimentiers, cordonniers, cylindreurs, maçons, manœuvres, pompiers, couturières et femmes de service travaillent au centre. Mais l'occupant s'octroie également des droits et accapare des maisons, des terres, du bois. Le 23 janvier 1943, Ferdinand Tesser écrit au maire pour réclamer des indemnités. Les troupes allemandes ont en effet pratiqué une dizaine d'ouvertures dans les murs de sa maison de campagne, quartier Plan de Loube. Des tuiles de la remise ont été ôtées, un poirier presque centenaire, un beau platane ont été coupés et des tranchées creusées. Des barbelés empêchent l'accès à la terre cultivée en avoine. Un procès-verbal est établi en présence du capitaine Lortz, diligenté par le commandant Jekyll de la base aérienne.
Le 23 avril suivant, Mathieu Sicardi, propriétaire, domaine de château Montagne à Perfeu, rédige également une lettre adressée au commandant des troupes d'opération allemandes au centre de Cuers-Perfeu. Il note que la chute d'un avion a complètement détruit 3 oliviers et une centaine de vignes de 10 ans en plein rapport, tout arraché. Dans ma colline, il m'a été arraché des pins et fait du bois tant de chauffage que de construction. En conséquence, j'estime que le dommage qui m'a été causé a la somme minime de 20 000 francs. De mi-juillet à mi-août 1944, les autorités allemandes réquisitionnent de nombreux Cuersois, leurs chevaux, leurs voitures hippomobiles pour besogner au centre d'aviation ou à la base navale. Julien Baude, Émile Fabre, Jules Infernet, Jean Saltetto, Paul et Jean Vignolo sont régulièrement mobilisés. À la Libération, l'aviation américaine occupe à son tour les terrains et on poursuit l'aménagement, notamment une grande piste est-ouest. Les troupes américaines sont logées dans les chambres et locaux d'un hôtel. Certains militaires français sont hébergés chez des particuliers, tels Robert Séchel, premier maître radio à la base de Cuers, qui devient locataire secondaire de la Villa Lobinerie, quartier de la Guinguette. Fin 1944, le hangar est cédé par la marine à la direction des constructions et armes navales de Toulon, qui y implante l'atelier d'aviation de Cuers. Une partie des activités de l'atelier d'aviation du Mourillon y est transférée. Le 31 décembre, le site est réarmé et prend l'appellation de base d'aéronautique navale de Cuers-Perfeu. Un terrain d'une superficie de 16 400 m², situé au quartier de la Clovade, est réquisitionné. Des dirigeables souples américains en soutien des dragueurs recherchent les mines. En 1945, la base assure la maintenance d'appareils américains, britanniques et allemands dans l'atelier de réparation des moteurs et accueille les avions de passage en entraînement. Un autre atelier est chargé de réparer les parachutes et engins de sauvetage et de survie. Le 28 décembre 1945, le maire de Cuers suggère la création d'une école d'apprentissage de metteurs au point d'aviation, implantée dans la BAN. Le capitaine de vaisseau Calmont, le député maire de Toulon, Jean Bartolini et les maires avoisinants accueillent favorablement cette proposition. Mais la décision de la création d'une école relève du ministre des Armées ainsi que du ministre de la Population. L'Union départementale des syndicats ouvriers du Var donne son appui total, à condition que l'école ainsi créée soit sous l'autorité du ministère de l'Éducation. Le comité de libération, en accord avec un tel projet, qui permettra de donner à notre pays la main-d'œuvre qualifiée lui faisant défaut, requiert le projet détaillé pour le soumettre à la commission technique d'études siégeant à la sous-préfecture de Toulon. En 1946, l'escadrille de surveillance 3S est basée à la BAN et y demeure 21 ans. Le personnel civil employé, mécaniciens, mécaniciens aéros, maçons, menuisiers, ouvriers, employés, metteurs au point, chauffeurs, est principalement originaire de Cuers et des villages circonvoisins. 2 pilotes d'aviation, Raymond Bédard et Fernand Rouchon, résident à Cuers. Un marin se souvient de son passage à l'entrepôt. En 1946, les bâtiments étaient situés près de la gare de Cuers-Perfeu. J'y suis passé au retour d'Angleterre, puis au retour de l'école TER de Porquerolles. Nous n'étions qu'en transit, pas de corvée, pas d'inspection de permissionnaires. Les escales dans les restaurants de Cuers n'étaient pas trop dans nos moyens. Certaines restrictions existaient encore et les pastissons n'étaient pas donnés. Il arrivait parfois qu'un bal soit organisé sur la petite place, mais les beautés locales étaient souvent reteintes, comme elles disaient, pour décliner l'invitation à danser. Le 26 juin 1947, le capitaine de corvette Durand, commandant de la base, sollicité par le comité des fêtes, accepte la présidence d'honneur de la fête locale. Le 15 janvier 1948, un arrêté préfectoral autorise la direction des travaux maritimes du port de Toulon à occuper les terrains de Jules Terrat, situés au plan de l'Oube et complantés en vigne. Cet arrêté est renouvelé et, en 1952, des travaux à exécuter pour le compte du ministère de la Défense nationale sont déclarés d'utilité publique et urgents. Les propriétaires Marie Chapuis, Félicien Terrat et Evelino Fauchin sont concernés par le prolongement de la piste d'envol. En 1951, l'atelier d'aviation de Cuers emploie 200 ouvriers cuersois. L'aérodrome est mixte, mais affecté à l'aéronautique navale à titre principal. Les installations militaires sont essentiellement au sud du terrain et l'aérodrome civil, dont la zone d'occupation est officiellement autorisée par le ministère de l'Air le 31 juillet 1945, se situe dans le secteur nord-est. C'est ainsi que le 18 octobre 1951, un jeune homme âgé de 15 ans, alias Cormoran, roule en vélo Solex de Toulon à Cuers pour effectuer son premier vol. Il repère de loin les 2 gros hangars qui portaient encore la peinture de camouflage des années de guerre. Au début des années 50, le hangar 2 est aménagé et adapté aux spécificités et besoins. Aire de visite, chaudronnerie, appentis, bureaux techniques et administratifs, vestiaires et stockage des matériels. Ce hangar, aux dimensions gigantesques, est glacial en hiver. Les opérateurs utilisant des outillages pneumatiques à air comprimé humide sont frigorifiés et leurs mains gelées. La zone entre les hangars, austère et lugubre, est couramment dénommée la rue sans joie. À défaut de fêter la Saint-Éloi, le patron des mécaniciens,
un bal de l'équipage est organisé dans l'atelier de révision des parachutes. Les marins, les civils et leurs familles sont conviés. En fin de semaine, les militaires utilisent la cantine des civils et la transforment en cinéma. Un drap sert d'écran aux films projetés en noir et blanc. À la Pentecôte 1956, vers 22h, la projection est interrompue au grand mécontentement des soldats. Un ordre est lancé. Allez mettre vos brodequins pour aller éteindre le feu. On remet à chacun une pelle, une pioche et tous embarquent dans les 2 camions en direction de l'aéroclub. On traverse la piste en herbe, on fonce pour éteindre ce feu en forêt. En 1952, une petite activité est transférée du Mourillon à Cuers et tient rapidement un rôle prépondérant dans la conception et la fabrication des radomes. L'ingénieur allemand Hermann Kranzler, docteur en matériaux recruté après la Seconde Guerre mondiale, est à l'origine des réussites techniques de la division radome et plastique. Le 19 avril 1961, une communication du capitaine de frégate Gravant signale que les familles des militaires éprouvent des difficultés pour se loger. Un projet nommé SILOF pour compagnie immobilière pour les logements des fonctionnaires pourrait être envisagé. Un cahier des charges d'affermage d'octobre 1962 nous informe qu'un droit de package et de fauchage de l'herbe est accordé par adjudication sur une zone délimitée des terrains de l'aérodrome de la base de Cuers-Perfeu. Les bergers et laitiers exploitants de nationalité française, à l'exclusion des marchands de fourrage, peuvent enchérir. En 1965, le comportement accidentogène de certains automobilistes contraint les autorités civiles et militaires à implanter des panneaux défense de doublé et de limitation de vitesse de 30 et 50 km/h sur le chemin intercommunal donnant accès à la base. Cette même année, 3 ouvriers de l'AAC sont distingués par le titre du meilleur ouvrier de France. Parmi eux, Pierre Chassin, ajusteur, Joseph Courtou, ajusteur, ainsi que Guy Guigou, chaudronnier. La base œuvre pour les ballons qui vont servir pour les essais atomiques au Pacifique. Les ballons sont, dans un premier temps, gonflés à l'hydrogène, mais un soir de fort Mistral, un ballon est pulvérisé lors d'une violente explosion. Le gonflage des ballons est par la suite effectué à l'hélium. Le matériel et le gaz, recomprimés en grandes bouteilles, sont expédiés dans le Pacifique. Affecté de 1961 à 1964 à l'EPAN de Cuers, un ancien militaire se remémore son premier vol. Sac de sable, installé au poste de mitrailleur de queue, à bord d'un bombardier TBM Avenger. Quelques minutes après le décollage, le moteur de notre appareil prit feu suite à une fuite d'huile. La peur qui m'envahissait avait atteint son paroxysme. Le pilote du second appareil, constatant qu'ils n'ont plus aucune visibilité de face, invite son camarade à regarder du côté droit et les guide vers un terrain fraîchement labouré près de Pugéville. Le bombardier atterrit en fait dans le champ de vigne de Félix Bonifay, quartier Boutillon, à l'entrée du village. L'enseigne de vaisseau, le second maître mécanicien et le matelot mécanicien sont indemnes et ramenés en hélicoptère à la BAN. L'aérodrome civil est ouvert de jour toute la semaine et des artistes comme Johnny, Jacques Brel-Antoine, la comédienne Sylvia Montfort y atterrissent. Depuis 1967, la base est de statut base atelier à vocation technique. Différentes dénominations se succèdent, divers services sont créés au gré des regroupements, des transferts et des progrès technologiques. Le 4 juin 1972, la BAN organise une journée portes ouvertes à l'occasion de son cinquantenaire. La base est ouverte au public de 13h30 à 19h, baptême de l'air, buvette et merguez, projection cinématographique, exposition statique et bal sont au programme. Une plaquette commémorative est éditée pour l'occasion. Le 19 août, vers 21h30, la garde champêtre, avertie par les exploitants de la ferme Sainte-Marie-des-Veilles, actionne l'alerte au feu. Les flammes attisées par un vent tournant soufflant à près de 100 km/h prirent de l'extension. Plus de 600 hectares sont ravagés. 24 août 1972, le maire écrit au colonel Our Castagnier, service départemental d'incendie, pour remercier tous les corps de sapeurs-pompiers, des détachements d'Harkis, de l'intervention de la base aéronautique de Cuers-Perfeu et des Canadair. Leurs actions conjuguées a permis d'assurer la protection des habitations urbaines et rurales lors des violents incendies de forêt des 18, 19 et 20 août. La BAN et l'Aéroclub font partie du système de coordination des appels de lancement d'alerte. En 1973, l'emprise de l'aérodrome est d'environ 157 hectares et une extension est programmée. Le dossier de l'avant-projet du plan de masse rapporte que l'aménagement de l'aérodrome est prévu en catégorie C, à vue, du fait de la médiocrité des dégagements. Le maire expose qu'à l'heure actuelle, et compte tenu du développement des activités de la marine et de la DCAN, atelier d'aviation de Cuers, que ces 2 itinéraires de liaison ne sont plus adaptés au trafic automobile de plus en plus important. Lors du premier semestre 1974, des accords amiables sont signés par les propriétaires expropriés dont les parcelles cumulées totalisent une superficie de 50,750 m². L'extension prévoit la construction d'un entrepôt international de matériel atlantique, la création d'une zone de protection et le remodelage des installations.
Le 20 mai 1976, le plan d'exposition du bruit des aéronefs de l'aérodrome de Cuers-Perfeux est mis à la disposition du public. Cela n'empêche guère la population de se plaindre des bangs provoqués lors des vols d'entraînement des avions de combat de l'aéronautique navale. Le général de corps aérien Dessin-Macquarrie fait établir un document explicatif intitulé « L'armée de l'air et les bangs supersoniques » que le capitaine de frégate Hamel de Montchenot, commandant de la base, fait parvenir aux maires de Cuers, Pierrefeu et Pugéville. Des indemnisations sont prévues en cas de dommages matériels. L'année 1979 est perturbée par une activité syndicale accrue, notamment en mai et juin. Les encadrants techniques et les ingénieurs sont insuffisants et ce fait limite les optimisations de maintenance. Les vieux hangars haut géants en piteux état sont démontés entre 1978 et 1983. Le démontage du premier hangar nécessite 8 mois de travail. Un ancien militaire se rappelle « Je voyais depuis mes fenêtres du bureau militaire les soudeurs, harnachés comme des alpinistes, descendre le long de la toiture pour découper les tôles. C'était vraiment impressionnant. » En 1984, le site de l'aéronautique navale s'étend sur 165 hectares et regroupe la BAN qui comprend 452 personnes, dont 244 militaires, l'entrepôt principal de l'aéronautique navale, l'entrepôt international des matériels atlantiques où collaborent français, hollandais et italiens, l'escadrille de réception et de convoyage, l'unité de fusiliers marins qui assure la protection et l'atelier d'aviation de Cuers qui totalise 976 personnes dont 890 ouvriers et techniciens et 86 cadres. En 1986, le Musée national de l'air et de l'espace du Bourget sollicite les ateliers de réparation de la base pour restaurer un hydravion Donnez-le-Vec de 1912. Techniciens, mécaniciens, menuisiers et entoileurs effectuent un méticuleux travail de restauration. Le 9 février 1987, l'hydroaéroplane est remis au général Brossier, directeur du musée. En 1988, 430 militaires et 250 civils sont présents sur la base aéronavale. 955 ouvriers et techniciens et 91 cadres travaillent à l'atelier aéronautique de Cuers. Le 12 mai 1989, le maire informe la population d'une enquête publique. La direction des constructions et armes navales de Toulon sollicite une autorisation d'exploiter un bâtiment regroupant des activités industrielles. Les dangers relèvent de la manipulation de produits chimiques, du travail du magnésium et de ses alliages. Fin 1991, l'atelier d'aviation de Cuers est rattaché à la direction des constructions aéronautiques. L'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu est institué le 1er janvier 1992. Le 23 octobre 1997, les personnels et les syndicats de l'atelier industriel de l'aéronautique et de la base aéronavale remettent une pétition comportant 800 signatures à Guy Menu, maire de Soliès-Toucas et député suppléant. Le budget de la défense engendre en effet une suppression de 20 à 30 000 postes, un abandon de mission et la disparition de services entiers. Une motion est alors expédiée au ministre de la Défense. 150 postes de Cuersois sont compromis et plus d'une trentaine de villages concernés. La réforme des armées, les restructurations des industries d'armement s'inscrivent dans la loi européenne de programmation militaire. L'année suivante, l'association de la zone civile de Cuers-Pierrefeu gère la zone civile au nord de la piste. En 1999, l'atelier industriel de l'aéronautique, composé de 32 bâtiments, édifiés entre la fin des années 50 et les années 90. Les personnels sont au nombre de 989, dont 910 ouvriers et techniciens et 79 cadres. La marine française a récemment fait l'acquisition d'avions de surveillance aérienne et de commandement aéroporté dénommés Hawkeye. En mars-avril 2001, des techniciens réparateurs vont séjourner une dizaine de jours à San Diego, en Californie, pour élaborer la liste d'outillage et acquérir les matériels et les compétences nécessaires à la maintenance. Lors du conseil municipal du 28 novembre 2001, le maire allègue que l'atelier industriel de l'aéronautique a vu ses effectifs passer de 1300 personnes en 1992 à 950 aujourd'hui, par suite des réorganisations de la délégation générale de l'armement et des restructurations liées à la professionnalisation des armées. Le passage aux 35 heures génère des postes supplémentaires, mais la direction centrale propose une création de 24 postes, nombre jugé insuffisant. Le Conseil soutient la mobilisation et les mouvements des personnels et demande la délégation générale pour l'armement de revoir ses positions. En 2005, une nouvelle enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter les installations classées de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu est ouverte.
Le rapport d'enquête du commissaire enquêteur confirme que l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Perfeu effectue de la maintenance aéronautique depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'entretien des hélicoptères Puma, activité auxquelles s'ajoutent notamment 2 nouveaux ateliers pyrotechniques et de traitement des surfaces. Le site clos est réparti sur environ 125 hectares, dont la majeure partie est située sur la commune de Pierrefeu. La piste d'aviation est quant à elle rattachée à la base aéronautique navale de Hyères. Peu de personnes prennent connaissance du dossier. L'enquête se déroule dans l'indifférence générale, en raison, sans doute, de l'existence déjà ancienne de ce site. Et les nouveaux bâtiments sont déjà bien intégrés. Seule l'association agréée pour la protection de l'environnement, le comité d'intérêt commun des riverains du Gapot et de ses affluents, demande à consulter les résultats des prélèvements. 12 juin 2001, un arrêté préfectoral modifie les limites de la zone publique et de la zone réservée et rappelle que le déplacement en autonome des aéronefs entre les hangars 3 et 5 est strictement interdit. En 2004, l'important lotissement, les terrasses du Défend, est en cours de construction, à proximité de l'aplomb des trajectoires d'approche et de décollage de l'aérodrome. Le 29 avril, le président de l'association de la zone civile de Cuers-Perfeu rappelle que cet aérodrome est fréquenté par les avions et hélicoptères militaires et des avions civils des différentes entreprises aéronautiques. Le trafic total est de l'ordre de 40 000 mouvements par an. Les permis de construire ont pris en compte les servitudes des dégagements, les hauteurs de construction conformes au plan des servitudes aéronautiques approuvées par les travaux maritimes. Le 6 septembre 2009, l'Aéroclub du Var fête ses 75 ans. Le programme est à couper le souffle avec la présence de la patrouille Breitling, des baptêmes de l'air sur petits et gros avions, un village d'exposants, des expositions ainsi que des démonstrations d'aéromodélisme. En octobre 2012 et notamment le 26, de fortes précipitations s'abattent sur la région, provoquant des inondations et de nombreux dommages matériels. Les agents communaux se mobilisent, apportent leur aide et parent au plus pressé. Le 9 novembre, le capitaine du vaisseau Claude Pérodin, directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique, remercie le maire de Cuers pour le soutien apporté par la municipalité, sans lequel nous n'aurions pu aussi bien maîtriser les risques environnementaux et les impacts sur notre activité industrielle. Au fil des décennies, des relations structurelles et fonctionnelles se sont instituées entre le site de l'aéronautique et la commune, au-delà des enjeux primaires économiques. De nos jours, l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Perfeu optimise la maintenance des appareils confiés. Il réalise des rénovations, réparations et des transformations principalement au profit de l'aéronautique navale, mais aussi pour l'armée de terre et l'armée de l'air. Ce site industriel, en interaction avec son environnement, s'est inscrit dans une démarche d'optimisation des ressources partagées et notamment de l'eau. La commission consultative de l'environnement est consultée sur tout projet relatif à l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome, civil et militaire. Le site de l'aérodrome de Cuers-Perfeu ainsi que la plaine de Puget sont d'ailleurs classés en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. L'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Perfeu, deuxième entreprise du Var, emploie 1060 personnes à Cuers-Perfeu et 68 à l'antenne de Hyères. 80 de leurs fournisseurs sont varois, dont 11 du domaine aéronautique. Le service industriel de l'aéronautique, conjoint à d'autres partenaires, a récemment entériné une collaboration avec le lycée Costebel à Hyères. À la rentrée 2025, 16 lycéens pourront acquérir des compétences spécifiques en choisissant un baccalauréat professionnel aéronautique, option système, avec des perspectives d'emploi dans la maintenance des avions et des hélicoptères, ou dans la construction aéronautique. Une véritable opportunité pour les jeunes Cuersoises et Cuersois de rejoindre l'aéronautique, moteur de l'économie nationale.